Un trouble de l'humeur, ça signifie que l'humeur fluctue. Maintenant, dans le trouble bipolaire, c'est pas simplement une petite variation, c'est des grosses variations qu'on a du mal à freiner et qui nous échappent. Donc, le trouble bipolaire, il y a une alternance entre les phases dépressives, voire mélancoliques, et on peut monter, après cette norme, jusqu'à une phase qu'on appelle hypomanie, et ensuite phase maniaque. Être maniaque, pour un psychiatre et dans le champ de la psychiatrie, c'est quelqu'un qui a une humeur très accélérée, dont je vais vous décrire un peu les choses. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, avec Maximilien Bachelard qui est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour. Président de l'Institut du Comment, docteur en psychologie et psychothérapeute. Nous allons parler d'un sujet ce matin que vous ne vouliez pas aborder parce que vous ne vouliez pas tomber dans le piège des sujets à la mode. Nous allons parler des bipolaires et déconstruire le mythe des bipolaires, s'il y a un mythe ou pas d'ailleurs. Justement, je ne sais pas si c'était un sujet qui allait intéresser les gens. Je sais, on va parler peut-être un peu des mythes, mais d'une certaine manière, ce qui va être simple, ça va être de décrire ce que c'est. Puis les gens vont s'y retrouver ou pas, mais c'est vrai que c'est devenu un terme un peu commun. Hystérique, pervers narcissique, bipolaire, c'est des... Il est bipolaire, elle est bipolaire, c'est un truc qu'on lance comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant avec cette histoire d'étiquette, c'est pour ça que je ne suis pas très fan des étiquettes, et je me rends compte que les gens de la rue, les patients, sont beaucoup plus friands. Souvent, ils veulent essayer de mettre un mot sur quelque chose, c'est-à-dire réorganiser le chaos qui est provoqué par la rencontre avec la personne. Et moi, je pense que la plupart du temps, on se trompe. Ça montre surtout une incompréhension de l'autre face à des attitudes qu'il ne comprend pas. Ça traduit l'incapacité de comprendre l'autre, de ne pas réussir à prédire ce qu'il va faire. Et donc, plus on est dérouté face à l'autre, plus on se met à sortir des étiquettes en disant il est bipolaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je donne à mon interlocuteur un cadre pour comprendre la bizarrerie supposée de la personne en face de moi. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la bipolarité ? Alors, la bipolarité, déjà, c'est quelque chose de sérieux. C'est une maladie sérieuse. Donc, je vais parler un petit peu de comment ça fonctionne. Je ferai un petit point sur la question médicamenteuse, tout en sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas médecin. J'ai travaillé avec des psychiatres, notamment à l'hôpital Sainte-Anne, auprès des patients bipolaires. Voilà. Mais je vais donner quelques éléments de comment on vit cette maladie. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui est récurrent. Ça toucherait environ 1 à 2% de la population générale, ce qui paraît pas beaucoup, mais sur 60 à 70 millions de personnes, vous pouvez faire le calcul. La moyenne d'âge d'apparition, elle est environ de 20 ans, entre 15 et 25 ans à peu près. Ça touche... L'âge auquel ça apparaît. Voilà, ouais. C'est l'âge moyen à peu près où ça apparaît le plus souvent. On retrouve autant de troubles bipolaires chez les hommes que chez les femmes, statistiquement. Et on sait que la mortalité chez les patients qui ont un trouble bipolaire, chez les personnes en tout cas qui ont un trouble bipolaire, elle est 2,5 fois plus importante que dans la population générale. Pourquoi ? Parce que, vous allez le voir, ça crée des souffrances importantes. Et on sait que 19% des patients non traités décèdent par suicide. Donc c'est une maladie sérieuse, importante, qui doit être diagnostiquée pour pouvoir proposer une prise en charge qui est prioritairement médicamenteuse. Alors, ça a beau être une maladie sérieuse et importante, il y a 2 choses dont je vais parler à travers l'émission. C'est que d'une certaine manière, on n'a pas forcément les connaissances pour reconnaître ou diagnostiquer un trouble bipolaire. Et ça peut aussi bien toucher un psychologue, un médecin généraliste qu'un autre spécialiste. Il faut avoir ces connaissances. Et la deuxième chose, c'est qu'on est amené, notamment par cette méconnaissance, parfois à avoir un certain de déni de la maladie bipolaire qu'on a en face de nous. Alors, je vais vous donner des éléments. Alors, un trouble de l'humeur, ça signifie que l'humeur fluctue. Dans la vie en général, quand on est, j'ai envie de dire, normal, dans notre humeur habituelle, on parle de normothymie ou d'euthymie. Donc, vous imaginez un graphique avec une abscisse qui est droite. Et puis vous imaginez qu'au-dessus, on est un peu plus dans une humeur peut-être joyeuse, euphorique, excitée, et qu'en dessous, on est un peu plus vers la dépression, le ralentissement. Mais je vais vous décrire ça. Mais quand on est normothymique, ça veut dire qu'on est toujours de la même humeur, c'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, alors c'est le terme qu'on va utiliser. Maintenant, c'est pas forcément une bonne chose d'être toujours dans la même humeur. Tous les êtres humains peuvent être amenés à être un peu tristes et puis parfois un peu plus excités, un peu plus enjoués. Ça, c'est, j'ai envie de dire, assez habituel. Maintenant, dans le trouble bipolaire, c'est pas simplement une petite variation, c'est des grosses variations qu'on a du mal à freiner et qui nous échappent.
Donc, dans le trouble bipolaire, il y a une alternance entre les phases dépressives, voire mélancoliques. La mélancolie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd que la dépression. Donc, on va dire qu'on est en bas, finalement, par rapport à cette ligne qui est la norme. Et on peut monter, après cette norme, jusqu'à une phase qu'on appelle hypomanie, et ensuite phase maniaque. Alors, ça me paraît toujours évident, mais je le rappelle, être maniaque, pour un psychiatre et dans le champ de la psychiatrie, c'est pas être un obsessionnel qui nettoie. Du ménage. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a une humeur très accélérée, dont je vais vous décrire un peu les choses. Alors, la manie, ça va se décrire notamment par... Donc, je vais vous décrire ce qui se passe pour une personne qui est en phase maniaque. Il peut avoir des insomnies. Des insomnies, c'est-à-dire qu'il peut dormir, par exemple, 2, 3, 4 heures et être en super forme. Il peut avoir des sensations d'euphorie. Il peut être soumis à une forte irritabilité, à ce qu'on appelle aussi une labilité émotionnelle, c'est-à-dire que les émotions fusent comme dans un flipper. On peut passer du rire aux larmes très rapidement. Il y a aussi, et ça c'est très important, ce qu'on appelle une tachypsychie. Tachypsychie, c'est l'accélération de la pensée. Donc, ça nous arrive tous, mais là, ça va durer longtemps. Tachypsychie, alors là, je suis trop content. Alors là, j'ai un mot que je vais pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est l'accélération de la pensée. C'est-à-dire que vous pensez tellement vite qu'il vous arrive 1 milliard d'idées dans la tête, vous n'arrivez pas à contrôler ça, vous êtes euphorique, vous avez plein de projets, etc. À côté de ça, on peut aussi avoir une autre manifestation qui est la logorrhée verbale, ce que parfois je peux avoir dans les émissions Uber FM. Logorrhée, voilà, donc on vous arrête plus. On parle tellement vite qu'en plus on essaye de suivre le rythme des pensées qui va extrêmement loin. On pense à demain, on pense à dans 5 ans, on pense à dans 10 ans. On est en train de penser à énormément de choses. Ça peut aller avec le sentiment parfois de mégalomanie, c'est-à-dire j'ai une idée grandiose, je vais extrêmement vite, je veux monter une entreprise, je vais révolutionner la Terre entière, j'arrête pas de parler. Plus je parle, plus je suis excité. Plus je suis excité, plus j'ai des idées. Et ça donne quelqu'un qui, justement, semble presque irrattrapable. Donc ça, c'est la logorrhée verbale. On a aussi un élément qui s'appelle l'hypersyntonie. C'est-à-dire que le contact avec les autres est facilité. Il est familier. La personne a cette sensation d'une grande communicabilité. Elle a une capacité à détecter, à réagir avec les attitudes d'autrui. C'est presque ce qu'on pourrait artificiellement ressentir sous l'effet de certaines drogues. C'est-à-dire qu'on se sent en communion avec les gens. Il y a un sentiment de facilité, de fluidité, mais qui est apparent, parce que, en fait, tout ce que je vous parle, tout ce que je vous explique plutôt, ce sont les ressentis d'une personne qui est en phase maniaque, mais qui peut paraître un peu étrange aux yeux des autres qui ne sont pas pris par ce sentiment. On peut avoir une désinhibition très forte, notamment beaucoup d'humour, peut-être trop, peut-être désadapté. On a un conseil d'administration dans une grande banque et puis vous avez quelqu'un qui est très excité sur son siège, qui va se mettre à faire des blagues, qui va sortir un petit peu finalement du cadre habituel. On peut avoir aussi une hypersexualisation, c'est-à-dire que la personne se sent belle, ravissante, en communion avec les gens, sa libido peut augmenter et donc elle peut être un risque de se retrouver dans des situations problématiques. La peur des autres diminue à ce moment-là. Et ça, c'est un élément important dont je parlerai par la suite. Mais quand vous avez une personne qui a une forme de phobie sociale ou qui est assez timide, quand elle se retrouve en phase hypomaniaque, voire maniaque, en fait, elle arrive pour le coup à faire ce dont elle rêve de faire depuis le début, c'est-à-dire taper la discussion avec les gens qu'elle ne connaît pas. Et donc ça, c'est un élément qui est important avec une personne bipolaire, quand elle rencontre un psy, c'est que souvent elle vous dit « Je sais que l'hypomanie me met en difficulté, je sais que je peux être amené à faire n'importe quoi, mais en fait, il y a quand même des éléments qui sont super intéressants. C'est que je me suis autorisé à parler, il m'est arrivé des choses intéressantes, j'étais plus dans mon coin. » Donc ça vient lever des inhibitions. C'est un petit peu le côté vicieux de l'hypomanie, parce que j'ai certains patients qui me disent « Je prends mon traitement, ça me remet au milieu. » C'est dommage parce qu'il y avait une espèce d'excitation perpétuelle qui me permettait de faire des choses et je ne la retrouve plus. Et c'est là que souvent certains patients prennent la liberté, malheureusement, de diminuer le traitement, voire de l'arrêter, amenant parfois à des catastrophes. Parce que quand ils sont en phase hypomaniaque, le risque c'est de monter en phase maniaque et d'une certaine manière de ne pas être récupérable. Le corps, on va dire, empathie beaucoup,
puisque quand on est dans une phase maniaque, on pense beaucoup moins à manger, on pense moins à dormir, on oublie de manger, on saute des repas, le corps fatigue, mais comme on est très porté sur nos idées, très porté sur nos émotions, sur nos sensations, on se met à ne plus s'arrêter. On a par exemple des patients qui vont se mettre à rouler pendant 8 heures à 150 km/h parce qu'en fait ils ont une perception particulière de la vitesse, ils sont dans leur élément, la vitesse finalement vient se caler sur l'excitation interne et donc ils peuvent se mettre en danger. Ils peuvent avoir sauté des repas depuis 2 jours. Et puis vous dire, oui, mais c'est pas grave, je mangerai plus tard. Mais le corps, il commence à fatiguer. L'attention commence à fatiguer. La concentration commence à être moins bonne. Donc il peut y avoir un sentiment de souffrance qui est aussi qui peut être ressenti à l'intérieur. Donc ça, c'est à peu près la question de la manie. Je vais vous donner aussi d'autres exemples. Ça peut être quelqu'un, j'avais un patient qui avait claqué environ 2-3 000 euros sur un site de e-commerce parce qu'il voulait refaire toute sa maison. Et donc il cliquait partout. Il a acheté plein de choses. Puis évidemment, dans les jours à venir, la phase maniaque redescendant, ça n'arrêtait pas de sonner. Il y avait des cartons empilés. Et il me disait, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Je me suis foutu à découvert. Mais sur le coup, ça me paraissait être la meilleure idée. Je voulais refaire ma déco. Je me suis autorisé à le faire. Et en fait, j'ai perdu le contrôle, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc la phase maniaque et en deçà hypomaniaque, évidemment que les personnes en ressentent un bien-être, un bénéfice, mais elles peuvent, si c'est poussé à l'extrême, en ressentir aussi certaines souffrances ou certaines peurs. Je le dis tout de suite, je suis en train de spoiler ce que je voulais vous dire avant. Il y a des épisodes qu'on appelle épisodes mixtes. Les épisodes mixtes sont dangereux. C'est-à-dire que les patients ressentent une grande excitation, mais en même temps, c'est pourvoyeur d'angoisse, toute cette rapidité. Et donc... mixte, ça dit bien les choses. C'est comme les sentiments mêlés, comme on dit aux États-Unis. C'est qu'en même temps, vous êtes excité, en même temps, vous commencez à vous faire peur et à pas être bien au fond de vous. Quand on dit que c'est un trouble, qu'est-ce que ça veut dire, Maximilien ? Ça veut dire que c'est un ensemble de symptômes qui fonctionnent tous ensemble et dans lequel, notamment, on va retrouver, comme je vous disais, ces variations de l'humeur avec des up et down, on va dire, tout simplement. Je vais continuer sur cette histoire d'humeur dépressive. Je vais vous décrire un petit peu. Je vous ai parlé de la phase maniaque ou hypomaniaque. Dans la phase dépressive, j'apprendrai peut-être rien à personne, mais je vais rajouter peut-être des éléments qui peuvent éclairer. On a un sentiment de souffrance qui est vécu par la personne. On est triste, l'humeur est triste. On a un autre élément qu'on appelle l'anédonie. Encore un autre mot peut-être. Celui-là il est bien, ouais. Voilà, c'est une perte d'intérêt et de plaisir dans les choses habituelles. C'est-à-dire que ce qui nous faisait vibrer ne nous fait plus rien du tout. On se sent un petit peu, on sent ce qu'on appelle un émoussement affectif. Ça fait pas beau, ça résonne pas beaucoup à l'intérieur, on va dire. Il peut y avoir de l'anxiété, de l'agitation intérieure, une lenteur. On a du mal à se mettre en route, à faire les choses. La concentration et la mémoire sont moins bonnes. On oublie des choses, on oublie un rendez-vous, on n'arrive plus du tout à se focaliser sur le travail plus de 10 minutes. Dans ces moments-là, les patients sont dans une autocritique ou une culpabilité importante qui peuvent être liés à des événements de la vie de tous les jours et puis qui peuvent être liés aussi à ce qu'ils ont fait dans la phase hypomaniaque ou maniaque. C'est-à-dire, ils se sont mis peut-être malheureusement à draguer leur patronne, peut-être à vider leur carte bleue à un moment donné, ou à dire à leur meilleur ami ces 4 vérités en mettant pas de pincettes, en ayant la sensation qu'ils pouvaient tout entendre et tout comprendre. Donc ça vient alourdir dans cette phase dépressive les sentiments négatifs. On peut avoir des idées suicidaires. À l'inverse de la phase hypomaniaque, on a plus souvent une libido qu'à 0 et on peut avoir des conduites à risque et notamment des prises de toxiques, des prises d'alcool. Le trouble bipolaire, dans ces moments-là, il vient toucher différentes sphères du fonctionnement cognitif, donc comme je vous disais, la mémoire, l'attention, la concentration, le sommeil. Donc quand on est dans une phase dépressive, on est plutôt dans de l'hypersomnie. On va dormir 9 heures, 10 heures, 12 heures, 13 heures d'affilée. Et puis on se sent jamais rassasié de sommeil. Et à l'inverse, quand on est dans une phase maniaque, on aura plus facilement des insomnies sans la sensation de fatigue habituelle. Et c'est en ça où parfois c'est un peu difficile de se raccrocher au patient dans ces moments-là parce que il se dit j'ai dormi 3 heures mais je suis en pleine forme, je fais des pompes, je me suis lavé, j'ai fait mon footing, je vais courir, tout va très bien. D'une manière générale, se pose aussi la question de la difficulté de gérer les émotions, la colère, l'irritabilité, le sentiment d'être incompris
qu'on peut retrouver aussi bien en phase hypomaniaque qu'en phase dépressive. En phase dépressive, les gens sont trop rapides. Et quand on est en phase hypomaniaque ou maniaque, on peut se dire les gens sont apragmatiques, ils foutent rien, ils se donnent pas assez d'ambition. Donc moi, j'y vais, je fonce. On met environ 8 à 10 ans à diagnostiquer ce trouble. Et en moyenne, on aura vu 3 à 5 médecins en moyenne, pour 2 raisons. Attendez, ça a l'air fou, là. 5 à 10 ans? Oui, 8 à 10 ans à diagnostiquer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens qui viennent consulter? Oui, alors, entre l'apparition des troubles et le fait d'avoir un diagnostic officiel, pour 2 raisons. Il y a une méconnaissance des professionnels, et ça rejoint ce que je vous disais au départ, on étiquette mal des attitudes que de l'extérieur on ne comprend pas, en ayant des hypothèses parfois en tête qui sont erronées. On se dit c'est sa personnalité. Tant qu'on n'a pas vu les gens dans une vraie phase maniaque, mais un petit peu excitée ou un peu dépressive, on ne se rend pas forcément compte de tout le vécu du patient. Quand vous êtes aux urgences psychiatriques où j'ai pu me rendre à certains moments, quand vous avez quelqu'un qui est en phase maniaque, sérieuse, je peux vous dire que là, vous vous posez la question du trouble bipolaire. Mais ça se voit. Ça se voit clairement. La personne est dénutrie, fatiguée, surexcitée, elle vous coupe 50 fois la parole, elle ne peut pas s'arrêter de gigoter. Là, ça saute aux yeux. Mais souvent, quand on va se retrouver chez le médecin ou ce genre de choses, on n'est pas dans ces phases hyper intenses. Donc, c'est tout à fait normal, d'une certaine manière, de ne pas tout de suite penser au trouble bipolaire. Parfois, on se dit que c'est la personnalité de la personne. On se dit, bah tiens, il boit, donc c'est un alcoolique. Donc, en fait, son souci, c'est qu'il vrille parce qu'il est alcoolique, en fait. On peut aussi se dire que la personne se fait plaindre. Toute théorie, on peut se dire oh, bah, c'est un homme, il a besoin de faire ça, ou c'est une femme, elle a besoin d'être comme ça. Donc le regard du professionnel va être très important, et encore plus que le regard de l'entourage. Il faut aussi, et c'est inhérent à la question du trouble bipolaire, qu'il y ait plusieurs épisodes ou alternance d'humeur pour pouvoir statuer et mettre un coup de tampon et dire c'est un trouble bipolaire. Quand j'étais à l'hôpital Sainte-Anne, c'était intéressant parce que c'était une consultation spécialisée dans les troubles bipolaires, et la psychiatre qui supervisait mon stage, parce que c'était il y a longtemps, et moi on souriait parce qu'on voyait les ordonnances des patients. Et on voyait parfois 5, 8, 10, 15 médicaments différents, sachant qu'au bout de 2-3, déjà, on ne maîtrise plus du tout les interactions médicamenteuses. Mais ça prouvait pour moi que d'une certaine manière, on essayait d'endiguer un problème sans réussir à avoir le bon diagnostic et donc le bon traitement. Qu'est-ce qui est le plus long? Ce sont les phases maniaques ou les phases de dépression? Les phases dépressives sont la plupart du temps un peu plus longues que les phases hypomaniaques. Et les phases maniaques, de toute façon, elles ne peuvent pas durer des plombs parce que le corps, à un moment donné, il dit stop et il s'arrête. Et puis, la loi, les limites vous bloquent. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'hypersexualisation, si vous roulez à 130, si vous videz vos comptes, c'est soit le banquier, soit la police, soit l'entourage qui vous bloque. Donc on ne peut pas être en phase hypomaniaque pendant des plombes, mais on peut plus facilement être dans une phase mélancolique où on est très mal, bloqué chez soi, les volets fermés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sans que les gens le voient. Donc mécaniquement, les phases maniaques aussi ne peuvent pas durer trop longtemps par rapport à l'entourage qui va arrêter quelque chose. Il y a un terme qu'on utilisait qui est la psychose maniaco-dépressive. C'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Pourquoi on l'utilisait? Parce que certaines personnes peuvent avoir un détachement de la réalité tel qu'elles peuvent avoir des symptômes passagers de la psychose. Elles peuvent, pour certaines, avoir une perte du sens de la réalité, des illusions ou des hallucinations. La différence, c'est qu'une illusion part du réel. Par exemple, ce micro commence à devenir un serpent. Et l'hallucination, c'est que je vois quelqu'un dans le couloir alors qu'il n'y a personne. Les hallucinations, elles sont plutôt auditives ou des idées délirantes, des croyances infondées. Donc ça peut être des idées, je sais pas, imaginons complotistes ou alors dans mon entreprise on m'en veut, etc. Une forme de parano donc. Oui, de persécution, de sentiment de persécution plutôt. C'est un peu différent sur le plan psychiatrique. Le problème dans le trouble bipolaire, c'est la prévention de la rechute. Car en phase hypomaniaque, on est, comme je vous l'ai dit, souvent moins fatigué, plus en forme. On s'affirme plus socialement, surtout si on n'est pas à l'aise avec les gens habituellement. On a l'impression de s'écraser parfois, et pour le coup, on se dit, là, j'arrive à m'émanciper. On est parfois plus créatif. Et ça, c'est toute la question de l'artiste, puisqu'on en parlera après. Souvent, on explique qu'il y a plein d'artistes qui sont bipolaires. C'est-à-dire qu'en phase maniaque, ils sont très productifs.
quand on est créatif quand on est créatif, on a des idées qui émergent parfois et qui sont de l'ordre du génie qu'on n'aurait pas pensé dans une phase normale en fait. On se met à rapprocher des choses qui vont pas ensemble et on crée un plat, un tableau ou une poésie qui est magnifique. Donc on peut prendre ce moment comme positif, agréable, quelque chose qui nous entrave moins, et c'est justement ce passage délicat entre je suis à l'orange et je peux d'un seul coup passer au rouge. Les traitements médicamenteux sont très importants et ils doivent être proposés par des gens qui connaissent le trouble bipolaire. Le soutien psychologique a montré ses preuves aussi par des études scientifiques, mais aussi par l'expérience, on le sait que ça aide. La thérapie, la psychoéducation. Alors, la psychoéducation, c'est quoi ? C'est on réunit des gens dans une pièce qui ont un trouble bipolaire et puis pendant 2 heures, on va leur parler de la question du sommeil, de l'alimentation, de la consommation d'alcool, comment prendre son traitement. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que en fait, une personne qui a un trouble bipolaire, elle a besoin d'un traitement, mais avec le temps, elle peut sentir quand ça commence à partir vers le haut ou vers le bas, et elle peut être amenée à modifier cette trajectoire, voire à la ralentir ou à la prévenir en changeant des choses, notamment en faisant du sport, en régulant le moment où elle va essayer de dormir, en régulant sa consommation d'alcool. La psychoéducation va donner des éléments qui sont importants, qui peuvent paraître basiques, mais qui sont importants. C'est qu'avec certains traitements, il y a certains produits qu'on ne peut pas prendre. Donc, je ne vais pas vous donner le détail parce que je ne veux pas créer de catastrophe et je ne suis pas médecin, mais il y a certains jus de fruits qui vont créer une mauvaise interaction médicamenteuse avec certains médicaments, qui fait qu'on va le métaboliser pas comme il faut. Et donc l'effet va pas... Exemple, pamplemousse, par exemple. Alors je crois, il y a le pamplemousse, je me demande s'il n'y a pas le jus de citron, le jus de raisin. Enfin, il y a des boissons qui ne vont pas avec le médicament. Parce que le foie va fonctionner autrement, et donc en fait ça va avoir moins d'effets, ou ça va avoir trop d'effets. Donc tout ça, on l'apprend aussi dans ces groupes-là, qui ont montré une efficacité aussi bien sur le nombre de variations de l'humeur que sur le nombre d'hospitalisations également. C'est très important ces groupes parce que ça permet aux patients, aux personnes en tout cas ayant un trouble bipolaire, de retrouver un peu de possibilités d'action sur ce qui leur arrive. Ils sont plus simplement un corps qui vrille, mais ils peuvent se rendre compte que s'ils boivent trop, s'ils respectent plus les horaires, s'ils font plus du tout de sport, s'ils prennent certains produits qui sont en mauvaise interaction notamment, ils peuvent être amenés à avoir des phases qui démarrent. Mais est-ce qu'ils peuvent agir sur ces comportements ? Évidemment, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident, mais si vous vous dites je vais arrêter de boire un pack de bière parce que surtout dans cette période ça va pas, je vais arrêter de rester dans un conflit parce que je sens que je deviens un petit peu chaud, un peu hypomaniaque, et justement je veux peut-être réduire toutes les excitations qui pourraient potentialiser cette trajectoire vers le haut. La méditation aussi a pu prouver des effets. Puisqu'une pratique méditative suffisante, on avait pu le montrer dans des études à l'hôpital Sainte-Anne, ça s'est démontré aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, etc., a un effet sur le nombre de variations, sur le nombre de rechutes, sur le nombre d'hospitalisations, etc. Donc il est nécessaire d'aller voir un professionnel qui connaît ça et de ne pas faire ça dans son coin. Comme je vous disais, la médication doit être adaptée, il faut une surveillance biologique aussi. Parce qu'on vous donne un traitement, on ne sait pas comment le corps va réagir, on ne sait pas s'il va dégrader beaucoup le produit ou pas, donc ça c'est important. Il faut un prescripteur éclairé. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple concret. Et encore une fois, je ne vais pas le détailler parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais parfois, chez une personne dont on voit une dépression, on se dit il est dépressif. On lui donne un antidépresseur. Si en fait il est bipolaire, chez certains et avec certains médicaments, ça crée ce qu'on appelle, c'est connu chez les psys, un virage maniaque. C'est-à-dire que l'antidépresseur qui est censé vous aider à aller un peu mieux dans votre dépression va participer au déclenchement d'une phase hypomaniaque. Et on a des médecins parfois qui se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que le patient qui devait sortir tranquillement de sa chambre, d'un seul coup, il devient surexcité et ça vient déclencher une nouvelle phase. Voilà. Quand on est bipolaire, on s'en rend compte qu'on est bipolaire ou pas du tout ? J'ai envie de dire, les gens, on leur apprend pas ce que c'est à l'école non plus, donc ils se rendent bien compte qu'il y a des moments où ils sont déprimés, des moments où ils sont plus en forme. Souvent, c'est dans les moments de déprime qu'on va aller voir le médecin généraliste,
Et souvent, le psy n'a pas cette étiquette qui est donnée par le patient, mais va être amené à rencontrer des gens qui vont devoir gérer les conséquences. C'est-à-dire un homme qui me dit moi, ma femme, elle en peut plus de moi, elle trouve que j'alterne dans des situations où c'est vrai, parfois je reste au lit pendant 2 semaines, et puis après, j'ai des idées complètement grandioses, etc. Donc ce diagnostic ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts, et les gens souvent viennent consulter le psy pour 2 raisons. Soit parce que le psychiatre a dit je vous donne en place un traitement et puis il faut aller voir un psy. Soit les gens viennent nous voir et on est en train de se rendre compte que c'est anormal. Donc il m'est arrivé d'envoyer des patients et de leur dire écoutez, moi je fais cette hypothèse comme vous. Maintenant, c'est au médecin psychiatre d'aller faire cette confirmation. Vous allez le rencontrer, il va vous faire passer quelques tests, vous poser des questions, et puis vous verrez avec lui. Donc le diagnostic, il met un certain temps, et c'est surtout les conséquences du problème qu'on reçoit. C'est pas une maladie dont on guérit, en fait. On a un traitement qui a pour but d'éviter les rechutes et de lisser le plus possible l'humeur. Mais c'est une maladie chronique ? On va dire que c'est une maladie chronique, et c'est la même question que pour le diabète, c'est qu'il y a beaucoup de patients... J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme chez les alcooliques anonymes avec l'alcool, c'est-à-dire qu'ils se disent « je vais pouvoir être plus fort que la maladie ». Donc, j'ai l'air d'aller pas trop mal, je suis un peu excité, mais ça me permet d'être créatif, etc. De temps en temps, je suis un peu déprimé. Donc, je vais oublier de prendre le traitement, ou je vais voir ce que ça fait si je le prends pas. Et c'est souvent cette somme d'expérience qui fait que la personne se dit « bon, il faut que je prenne mon médicament le matin ». Il faut que j'arrive à gérer parce que entre être dans la norme et être dans l'excitation, ça va pas. Je vais faire un parallèle. Je suis pas du tout en train de dire que les bipolaires sont drogués, hein, mais c'est un peu comme les patients qui viennent me dire je prends de la cocaïne depuis des années et puis quand je m'arrête, je trouve que les gens sont lents, sont chiants, c'est fatigant. Donc parfois je replonge. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bénéfices à voir les choses rapidement, à faire des liens, etc. Donc on est vraiment sur cette difficulté. Il y a un traitement qui est connu qui s'appelle le lithium. C'est le traitement le plus efficace, mais qui ne convient pas à tout le monde. Donc c'est le traitement la plupart du temps en première intention et qui a parfois pas l'effet escompté. Donc on propose autre chose. Le traitement médicament ne fait pas tout. Comme je vous l'ai dit, la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie de soutien, la psychoéducation, la méditation ont montré une efficacité et ça permet de remettre la personne comme un peu plus actrice de son souci plutôt de simplement attendre que quelque chose se déclenche. Donc de loin, c'est des variations de l'humeur. Comme je vous l'ai dit, on est avec la question du diagnostic puisque on peut pas mettre cette histoire d'étiquette de trouble bipolaire comme ça en fait. Il faut pouvoir constater jusqu'où ça va. On peut avoir des personnes qui sont cyclotimiques, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à aller entre la dépression et l'hypomanie, mais ça reste une variation qui est encore entendable. Ce n'est pas de la bipolarité. Voilà. Ça peut y ressembler, mais ce n'est pas parce que les écarts sont pas aussi importants. Oui, mais tout ça est à vérifier à chaque fois auprès d'un médecin. Je veux dire, c'est comme quand un médecin passe à la télé et vous parle d'un diagnostic, il dit il faut qu'on vérifie. Sur tous les forums vive Internet, les gens vous racontent leurs problèmes, le médecin dit ça pourrait être ça, mais je vous propose d'aller consulter une personne qui vérifiera ça. Parce qu'on peut s'auto-diagnostiquer rapidement. Et ça, ce serait dommage aussi. Donc, il faut aussi se dire que c'est... En 2008, notamment, j'avais parlé d'une étude d'Américains qui avait relevé qu'il y avait un surdiagnostic du trouble bipolaire chez certains professionnels qui se mettaient à en voir un peu partout, un petit peu comme les enfants hyperactifs ou surdoués. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que parfois, on est tellement obsédé par cette question que dès que quelqu'un semble être un peu trop dans l'euphorie ou trop dans la dépression, on surdiagnostique. On voit des bipolaires partout. Exactement. J'avais relevé les fameuses listes de personnes connues. Alors, c'est toujours facile après coup de faire un diagnostic. On ne les a pas diagnostiqués à l'époque. Mais on parle de Schumann, de Berlioz, de Handel, comme possiblement bipolaire. On parle de Van Gogh ou de Modigliani et d'écrivains comme de Nerval, Balzac, Virginia Woolf, Hemingway, Nietzsche, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est des gens qui ont été très prolifiques et qu'on peut-être parfois alterné par des phases de solitude. On parle aussi de certains se sont suicidés quand même. Voilà, on parle du suicide, on parle de la solitude. Cette dépression et cette mélancolie qui ont parfois permis de créer des œuvres magnifiques
où on se dit, il a vraiment capté quelque chose. Oui, mais en même temps, il était en grande souffrance. Il était tellement connecté à sa souffrance qu'il en a peut-être fait quelque chose. Donc voilà, ça me faisait penser aussi à toutes ces personnes qui sont connues. Donc, donc juste un petit point. Souvent, on est amené à faire un diagnostic à l'emporte-pièce parce qu'on comprend rien. Le premier cas, c'est le généraliste qui, parfois, j'ai envie de dire en parallèle, comme avec l'alcool, peut être dans le déni de ce qui se passe. J'ai beaucoup de patients qui souffrent d'alcoolisme. Mais pourquoi ils seraient en déni, le généraliste ? Parce que, vous savez, c'est comme dans la question... Que le patient soit en déni, Maximilien, ça peut se comprendre, mais pourquoi le... Parce qu'il a du mal à pouvoir s'imaginer une autre hypothèse que ce que le patient a envie de se dire. Alors, comment expliquer ça ? J'ai beaucoup de patients, par exemple, qui souffrent d'alcoolisme depuis des décennies et dont le médecin généraliste n'a jamais vu. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière... quand on est dans l'alcoolisme, on a souvent tendance à se dire qu'on est plus fort que ça et qu'on n'a pas de problème. Et on se rend compte que plus on est dans le déni, plus les familles peuvent être dans le déni. J'ai beaucoup d'hommes ou de femmes qui me disent « mais je savais pas qu'il était alcoolique depuis 10 ans, je savais pas qu'il cachait les bouteilles ». Eh bien, pour le trouble bipolaire, on peut être amené, parce qu'on n'a pas cette hypothèse en tête, à chercher toutes les explications du monde, sauf celle-ci. C'est ça qui est important. Deuxième cas, ça peut être par exemple dans l'entreprise. Le patron qui ne se sent pas entendu et qui est sous pression et qui d'un seul coup hurle. Ça ne veut pas dire qu'il est bipolaire, mais les gens peuvent rapidement se dire « Ouh là là, il est bipolaire, lui ». Il est bipolaire peut-être parce qu'il est sous... En fait, il n'est pas bipolaire du tout. Il est peut-être sous pression d'un N+1 qui lui demande de faire des choses, il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à se faire entendre, donc on va dire qu'il est bipolaire. Et puis le troisième cas que j'aime beaucoup, c'est dans le couple. On ne comprend pas l'autre, le mari ne fait rien face aux demandes de sa femme, qui la voit devenir folle de rage, qui est très étonné. Il se dit, bah, elle est folle, qu'est-ce qui lui arrive ? Ou alors ça peut être le mari qui explose et qui, en fait, d'une certaine manière, depuis des années, ne sait pas exprimer ses émotions tant qu'elles ne sont pas bousculées à fond. Ces gens-là ne sont pas bipolaires, en fait. C'est juste que d'une certaine manière, on ne voit pas le lien entre ce à quoi l'on contribue dans la relation et les réactions en face. Si par exemple, dans un couple, il y en a un qui prend jamais aucune décision, faut pas s'étonner que l'autre s'énerve. Alors après, on peut se dire il est bipolaire. Bah non, il est pas bipolaire. En fait, il hurle parce qu'on n'a toujours pas payé les factures, on n'a toujours pas installé cette fameuse stringue à rideau. Là, il y a une vraie bonne raison. Oui. Enfin. Et j'ai envie de dire, dans le trouble bipolaire, c'est pas qu'il n'y a pas de raison, mais c'est qu'on est dans un trouble qui a une grosse explication sur le plan biologique, en fait. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on donne des traitements, c'est pas pour rien qu'on donne du lithium, c'est pas pour rien qu'on donne des antidépresseurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Maximilien, que de vivre avec une personne qui est bipolaire ? Bah, c'est-à-dire ça peut être compliqué pour le conjoint, la famille. Oui, parce que ce qui est compliqué, c'est de savoir comment ça vrille, dans quelle humeur est la personne quand elle se réveille, et puis d'une certaine manière, il faut pouvoir suivre derrière, parce que si vous avez un mari ou une femme qui d'un seul coup appelle un agent immobilier, veut vendre la maison, a déjà pris des billets pour partir en vacances parce que elle a envie de faire plaisir et qu'elle est en train de vider le compte, c'est compliqué. Et si 2 semaines après, vous voyez que ça ralentit et que le conjoint ou la conjointe se met en arrêt maladie et s'enferme dans sa chambre pendant 2 semaines, ça peut être compliqué. Alors c'est des images qui ne sont pas caricaturales, parce que je vous parle d'exemples que j'ai eus. Ça peut parler à des gens qui nous écoutent. Hein, exactement. Ouais. Mais on n'est pas dans quelqu'un qui boude. On n'est pas dans quelqu'un qui, de temps en temps, n'écoute rien. On est chez quelqu'un qui est dans des extrêmes, en fait. Et qui peut avoir l'impression de ne pas en pâtir, mais qui en pâtira forcément à un moment donné, en fait. Vous voyez ? Parce qu'on paye les pots cassés de tout ça. Il y avait un exemple qui était fameux à Sainte-Anne, c'était, alors je ne sais plus si c'était la thérapeute ou la patiente, ça va paraître très comportemental et ça ne parlera pas à tout le monde, mais en fait, quand elle était en phase hypomaniaque, elle claquait un fric pas possible. Et donc, elle mettait sa carte bleue dans le congélateur. Et elle devait attendre que ça décongèle. Et ça avait amené des discussions drôles avec la thérapeute qui avait dit, bah voilà, là vous êtes obligé d'accepter un ralentissement et de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et de ralentir un peu votre machine. Et elle disait, bah, ça m'a bien servi finalement, parce qu'il y a des moments où j'étais folle de rage et je voulais l'utiliser. Et puis quelques heures ou quelques jours après, je me suis dit, heureusement que j'ai pas acheté cette maison, j'ai pas acheté cette voiture, ou j'ai pas acheté ce truc-là. Voilà. Bien.
Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne se guérit pas. Hein. Ça ne se guérit pas. Prend en charge. Comme le diabète, il faut avoir une hygiène de vie, il faut prendre un médicament de temps en temps, le suivre. Et après, on peut aussi avoir des actions personnelles là-dessus. Voilà. Mais c'est pas qu'est-ce qui peut aider comme il y a la question de la gestion. Encore une fois, il y a la question de la gestion du sommeil, la gestion des conflits, parce que si on a tendance à s'énerver dans des situations, dans des interactions sociales, et si on ne va pas essayer de se coucher à la bonne heure, et si on prend des excitants, du café, de l'alcool ou ce genre de choses, et qu'on commence à être en phase hypomaniaque, il faut contrôler ces trucs-là. Parce que ça va venir savonner la planche et vous faire vriller comme au skateboard et sauter bien haut, en fait. C'est ça la difficulté. Donc les gens, dans ces groupes de psychoéducation, vont faire attention à ça. C'est très intéressant, une petite parenthèse, mais les groupes de psychoéducation, c'est pas très à la française. Ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très bien au Canada, parce qu'ils ont une culture du groupe. C'est difficile de créer des groupes de patients en France parce qu'ils ont souvent honte, ils veulent pas se retrouver avec des gens comme eux. Mais c'est très important parce que quand vous vous retrouvez, vous vous identifiez à quelqu'un qui a à peu près votre vie et votre problème et que vous vous dites « Ouh là là, j'ai fait la même bêtise moi aussi » et lui, il a réussi à trouver une solution, c'est parfois beaucoup plus parlant que d'avoir un psy dont on se dit « Il n'a pas vécu le trouble bipolaire, il peut pas comprendre. » Voilà. Maximilien Bachelard, merci Maximilien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez également la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.